Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au bain, Philo au bain. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Margot Cassan. Bonjour Margot. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'une galaxie lointaine et distante, ces vieux souvenirs de soleil quand ils n'étaient pas cachés par une grisaille genevoise. On va parler de tout ça et de plein de choses encore. Mais juste avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Je suis très contente d'être là pour la deuxième fois et pas la seconde parce que j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je m'appelle Margot Cassan, j'ai 27 ans et c'est mon deuxième livre. J'étais venue présenter celui d'avant, Vivre nu, ici, et Ultraviolet qui est paru il y a 2 mois chez Grasset. Et voilà, sinon dans la vraie vie, je suis plume pour des hommes politiques. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce livre dont tu parles, qui vient de sortir, Ultraviolet, parle du soleil, de notre rapport un peu ambigu, voire des fois un peu paradoxal au soleil. Une question peut-être toute bête ou tout naïve pour commencer. Pourquoi écrire sur le soleil? Pourquoi écrire sur ce sujet? Il y a un peu deux raisons. Il y a une raison personnelle et une raison philosophique. La raison personnelle, c'est que j'ai grandi dans une famille... on a grandi dans une famille française au Maghreb et que ma mère était addicte au soleil, donc elle s'exposait tout le temps, elle mettait pas de crème solaire, elle m'en mettait pas non plus, et qu'elle a eu un cancer de la peau, et donc elle est rentrée en France pour être opérée, et puis au lendemain de son opération, alors qu'elle avait littéralement un trou dans la tête, la première chose qu'elle a faite, c'était de prendre un avion, retourner au Maghreb où elle vivait, et s'allonger sur un transat comme on se mettrait sur une civière et continuer à s'exposer. Et je me suis dit, bon, là, il devait y avoir autre chose, parce que je voyais le bronzage et le rapport à la peau comme un simple motif esthétique, et je me suis dit, bon, il doit y avoir autre chose derrière, donc j'ai voulu creuser. Et la deuxième raison, plus philosophique, donc je viens de la philo, et j'avais cette frustration que la philosophie touchait des sujets importants, mais de façon très abstraite, et que j'avais du mal à attraper dans la vie de tous les jours. Même quand c'était la philosophie politique, par exemple, quand je travaillais avec des politiques, j'avais l'impression qu'il y avait des mondes irréconciliables entre le monde de la philosophie et puis les sujets qu'ils abordaient. Et il se trouve que la philosophie du corps, pour ça, m'intéresse parce qu'elle permet de répondre à des sujets concrets avec les outils de la philosophie. Et donc, et en général, la philosophie aussi a longtemps dans sa tradition méprisé les sujets du corps. Donc, je cherche à réhabiliter aussi dans ce texte-là. Donc c'est du corps qu'on va parler, du corps face au soleil, du corps face à la société aussi, et dans son évolution au niveau de l'histoire. Dans le prologue de ton livre, que vous retrouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, un petit coup de pub, vous pouvez aussi acheter en fin de discussion. Tu parles de ces Rastignac du soleil en faisant référence justement à Balzac. Et tu écris à leur sujet: maintenant qu'après avoir ébloui et fasciné, les voilà qui se retirent, ils inspirent la pitié et les rires. Rien que ça. C'est qui les Rastignac du soleil? Pourquoi ils passent de la fascination à la pitié? Donc les Rastignac, Rastignac c'est le personnage de l'ambitieux chez Balzac, et c'est déjà une figure un peu ambivalente selon les livres, puisque dans Le Père Goriot, c'est le jeune Rastignac qui arrive à Paris, qui est très beau, brun, avec les yeux bleus, et qui, pour sauter d'une classe à l'autre, séduit des femmes de la haute société. Donc c'est cette trajectoire de ceux qu'on appelle maintenant les transfuges qui m'intéressait. Et dans la littérature contemporaine, ces personnages sont aussi beaucoup exploités, mais généralement ce qui fait un peu le passage d'une classe à l'autre, c'est le changement de façon de s'exprimer et l'accession à un langage bourgeois. Et je trouvais qu'il y avait chez ces personnages, donc que représente ma mère, mais aussi en fait, toute la génération des années 80, un peu un angle mort qui était la façon dont le corps et la transformation du corps peut devenir un motif pour passer d'une classe à l'autre, puisque quand on change de classe sociale, on a aussi une transformation physique qui s'opère. Et là, en l'occurrence, dans les années 80, toute une série de gens qui ont utilisé la peau pour parvenir et le bronzage pour envoyer un signal de bonne mine, de bonne santé, de prospérité. Donc c'est pour ça, c'est cela que ça qualifie les Rastignac du soleil. Et il se trouve que dans les années 80, leur look très coloré, un peu bling, leur peau bronzée, violette, renvoyait encore ce signal-là. Et aujourd'hui, c'est que c'est passé de mode, un peu ringardisé. On les regarde comme on pourrait regarder un personnage comme Trump, par exemple.
C'est-à-dire vraiment comme un personnage, un type qui est passé de mode et qui est presque devenu en 40 ans anachronique. Et j'avais constaté ça aussi sur le personnage de ma mère. Je trouvais ça assez fascinant aussi comment des personnages peuvent vivre une espèce d'acmé et puis en 30 ans, en fait, être ringardisés avec la violence que ça suppose. T'as un ou deux exemples concrets, sans forcément balancer des noms comme ça. Mais... Vous avez un exemple? Ouais, Séguéla, c'est un personnage important du livre, parce qu'effectivement, il est symptomatique de ça. Aussi parce que j'avais remarqué que comme ma mère, il a un lien ténu avec le Maroc, et tous ces Rastignac du Soleil ont souvent un lien avec Sa Majesté le Maroc en général. Et en plus que Séguéla, c'était un bronzage revendiqué, donc lui-même a expliqué que ça lui permettait par exemple d'obtenir plus facilement des contrats, parce que justement à cette époque-là, quand on s'installait à une table de négociation et qu'on avait l'air bronzé, en fait on donnait Donc à t'entendre, en effet, c'est cet outil qui permet de parvenir au pouvoir, en tout cas à Paris ou en tout cas dans certains lieux. Mais à t'entendre aussi, on a presque l'impression que tout ça c'est terminé, que c'est du passé, que les choses ont changé. Et pourtant, j'ai aussi l'impression que, notamment avec les réseaux sociaux, avec le paraître qui est devenu aussi plus important que jamais, le bronzage reste quand même pas mal d'actualité, en tout cas chez une certaine partie des classes sociales. Alors il y a peut-être eu un changement, c'est moins chez ces élites, mais c'est peut-être aussi, ça s'est décalé chez d'autres classes sociales, non ? Ouais, alors ce que ça qualifie là, les Rastignac du Soleil, c'est un bronzage très particulier. C'est que c'est pas le hâle de l'été ou que vous avez quand vous revenez du ski. C'est le fait d'avoir la peau bronzée toute l'année. Et c'est ça qui, je pense, a changé. Parce qu'il y avait derrière ça une recherche de mue, je pense. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je formule dans le texte. Vous changez pas seulement de couleur de peau ponctuellement, mais presque de nature de peau, et ce qui fait écho à une forme de mue sociale et justement à des trajectoires de transfuge de classe. Ça a changé, en tout cas c'est plus ça le symptôme de réussite. Aussi parce que le rapport au soleil en général a changé, puisque dans les années 80, donc il y avait le fameux C-Sex and Sun, et qui aujourd'hui a moins de sens depuis qu'on connaît tout simplement déjà les dangers du soleil, et puis même une résonance nouvelle avec le soleil qui est plus associé à l'hédonisme, mais presque à un principe de mort. Ça peut être le vieillissement cutané, dont on n'était pas conscient dans les années 80, puisque les premières études elles datent chez les Américains justement des années 80, donc le temps que ça se sache des années 90, 2000. Et puis aussi le soleil maintenant, c'est la canicule, le réchauffement climatique, enfin tout un principe de mort et de responsabilité qui n'était pas du tout dans les années 80. Cela dit, le bronzage lui-même reste quand même une marque, effectivement, sur les réseaux sociaux, même d'érotisme. La marque de bronzage reste utilisée. Ça, c'est vrai. On va y revenir dans quelques minutes. Tu parlais en effet de philosophie il y a quelques minutes. Tu parles notamment dans ton livre de Bernard Andieu, qui souvent considéré comme un philosophe du corps et qui voit le bronzage au même titre que les piercings, les tatouages, les implants mammaires, les régimes, la musculation ou même le changement de genre. Espèce de ce désir de prendre ou de reprendre contrôle sur son corps, sur son identité. L'identité n'est plus ce que j'ai acquis à la naissance, mais c'est ce que je construis à travers ma vie. On retrouve un peu ici des idées aussi du transhumanisme. Et dans ce sens-là, le bronzage s'inscrit tout à fait dans cette espèce de dynamique. Je me construis, je suis en brouillon que je peux construire à volonté. Ça justement, donc je trouvais intéressant Bernard Andrieux, parce que c'est un philosophe qui prend vraiment au sérieux les questions du corps et qui considère pas, parce que la question, disons, philosophique centrale, c'est qu'est-ce que l'homme, ça peut paraître, et que pour y répondre, quasi toute la tradition philosophique a répondu en se disant, pour comprendre ce qu'était l'homme, il va falloir fouiller son âme, sa morale, son rapport à la transcendance. Et il y a très peu de philosophes, mais il y en a un, qui ont essayé de dire, pour comprendre l'homme, il faut regarder ce qui se passe au niveau de son corps et au niveau de sa peau. Il y a Nietzsche notamment. Et Nietzsche définit l'homme pas comme ce qu'il est au départ, mais comme ce qu'il a envie de devenir. C'est comme si l'homme était un espèce de personnage de projection, et que la façon dont il transforme son corps lui permet de devenir ce qu'il est. C'est la formule de Nietzsche, deviens ce que tu es.
Et il y a ça dans le bronzage ou dans les piercings ou dans le tatouage, c'est qu'on se signe soi-même. Le bronzage, c'est une forme de signature de soi et on se dessine une identité qu'on n'avait pas au départ. Et c'est aussi quelque chose qui qualifie l'homme en général. Si on pose la question qu'est-ce que l'homme et qu'on posait la question à Nietzsche ou à Bernard Andrieux plus récemment, il répondrait que l'homme, c'est quelqu'un qui n'accepte pas sa condition d'origine et qui veut toujours changer sa peau de la même façon que par exemple en Afrique ou au Maghreb où vivent mes parents, et ils ont la peau foncée et donc l'idéal ça va être d'avoir la peau pâle. Donc ce désir de mutation, lui, il qualifie l'homme de façon universelle. Et Nietzsche, qui était, tu le rappelles dans ton livre, justement un adepte du soleil, et on retrouve en effet ce lien directement avec le soleil, même chez lui. Oui, il y a un lien. Alors, c'est Alexandre Lacroix, qui est un philosophe français, qui a essayé de regarder à quoi ressemblaient les philosophes eux-mêmes. Justement, parce que c'est comme le fameux adage séparer l'homme de l'artiste. Souvent, on a tendance à séparer les philosophes de leur propre vie, ce qui paraît absurde pour savoir comment est-ce qu'ils ont appliqué leur propre philosophie à leur biographie. Enfin, en tout cas, parfois, ça mérite de s'y intéresser. Et il se trouve qu'il y a une dichotomie assez claire entre des philosophes ou des penseurs qui étaient eux-mêmes bronzés, et c'était le cas de Nietzsche parce qu'il se baladait dans les Alpes et dans le Jura, et justement il cherchait le soleil et il avait cette forme de trajectoire d'ascension. Et puis d'autres personnages comme Kant, qui étaient réglés comme des métronomes. Les gens du village de Kant savaient l'heure qu'il était parce qu'il sortait toujours exactement à la même heure, donc il devenait l'horloge des autres. Il était tout pâle, tout casanier. Et en fait, leur philosophie correspond à peu près à la façon dont ils étaient presque physiquement. C'est-à-dire Nietzsche, une philosophie, le surhomme, une philosophie d'expansion, de dépassement de soi, de rapport au corps. Et puis Kant, une philosophie morale qu'on connaît, ou avec une chape de responsabilité, et qui était vraiment justement visible sur la signature physique qui était la leur. Donc cette espèce d'identité construite, de beauté construite, je voulais lire un tout petit passage du texte, je pense qu'il fait aussi référence à ça, face à donc tu parles notamment de la beauté naturelle, tu mentionne notamment par exemple Alicia Keys qui part dans son idée d'arrêter de se maquiller. Et puis à la page 70 de ton livre, tu dis au sujet justement de cette beauté naturelle, il faut partir en guerre contre l'idée de beauté naturelle, disséquer une femme et vous verrez, rien que le ventre. Dans ce ventre qui mène tout droit de la bouche au cul, il y a toutes les histoires de la privation et du gavage, des labyrinthes gorgés de jus qui libèrent les toxines, des enfants qu'on n'a plus laissé naître, de la merde qui ne part pas parce que les femmes, c'est toujours constipé, un tas de médicaments pour maigrir du ventre ou grossir des fesses, des traces de sexe d'homme qui viennent rassurer l'idée qu'on a de soi, des douleurs comme dans les lames plantées sous le nombril quand ça saigne, les courbatures des heures passées à la salle pour pouvoir se libérer, pour pouvoir seulement se libérer de la glace. La beauté naturelle, c'est un sale truc, une idéologie, un mirage, une pompe à fric. Rien que ça. Tu veux nous expliquer ce passage assez percutant sur la beauté naturelle ? Oui, bon, là c'est un peu autre chose. Ouais. Ça correspond à un autre passage du livre, mais dans ce livre-là, c'est aussi un livre sur le rapport mère-fille et sur l'affiliation et sur la façon dont se transmettent les dictates sur la beauté. Et on peut avoir... il y a une violence aussi associée à la beauté qu'on sous-estime un peu, la beauté comme ascèse, la beauté comme discipline, et presque la beauté comme instrument de torture. Moi, je m'intéresse beaucoup à la notion de aller faire un soin, par exemple. Quand vous allez dans un centre de cosmétique, vous dites je vais prendre soin de moi. Et en fait, je me pose la question, et quand vous allez vous faire épiler à la cire, est-ce que vous prenez soin de vous? Même quand vous faites une manicure, qu'on vous arrache les cuticules, est-ce que c'est ça, prendre soin de soi? Et encore là, dans le cas du bronzage, c'est encore plus évident. Moi, j'avais une machine à UV chez moi parce que mes parents étaient donc j'ai dit fou de soleil. Et donc, à 16 ans, ce qu'il fallait faire quand on avait une pause, c'était se mettre dans la machine à UV. Est-ce que c'est ça, prendre soin de soi? Enfin, en fait, le lien entre le soin et la torture, quasiment, est quand même assez ténu. Et donc, ce rapport à la beauté d'être une beauté pour les autres, et ce que ça engage comme violence sur ce qu'on est capable de s'imposer à soi-même, était quelque chose qui m'intéresse. Et qui, à mon avis, concerne quand même un peu plus les femmes aujourd'hui. C'est pour ça que dans ce livre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a donc pas d'hommes, ou alors de façon très diffuse. Et Rastignac. Ouais, oui, c'est vrai. Comme, ou le soleil, d'une autre façon, qui est un peu le père dans le livre. Et donc, ce passage-là décrit ce rapport entre la beauté et la violence.
Alors tu dis qu'il n'y a pas tout à fait un rapport, mais il y en a quand même, hein, parce que c'est cette idée qu'on va se construire une beauté, qu'on va se construire encore. Alors bien sûr, en fonction des standards de beauté qui sont imposés par la société, mais c'est cette même idée en fait, de se construire une identité pour correspondre à certains idéaux sociétaux, qui correspondent principalement, qui touchent les femmes surtout. Oui, c'est vrai. Oui, il y a cette idée de construction, de trajectoire, d'identité, mais qui passe par une forme d'ascèse et de violence. Ouais. Et en fait, dans le soleil, le soleil est un thème du livre, mais c'est aussi presque un prétexte. C'est juste que le soleil est paradigmatique de cette ambiguïté, parce qu'à la fois, il évoque les vacances, quelque chose justement de très léger, il évoque le loisir, et en même temps, il est associé à justement un principe de mort, comme je l'expliquais avant. Donc, cette ambiguïté, elle est très caractérisée avec la figure du soleil. Absolument. Donc on entend quand même que voilà, cette histoire de bronzage, ça reste important. Je suis tombé par hasard sur une étude, alors qui n'est pas toute récente, mais qui date de 2017, de Harris Interactive, qui disait qu'un Français sur 4, en moyenne, a pour objectif de revenir bronzé de vacances. C'est quand même assez fou, ça, malgré, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même une évolution sur la prise de conscience de ce que le soleil peut faire aussi. Et puis en même temps, on est tous dans ce rapport assez ambigu face au soleil. C'est quand même le soleil qui nous apporte la vitamine D, qui nous permet de synthétiser la vitamine D, qui nous amène plein de choses. Ça tue aussi les virus, ça guérit les maladies. On est bien au soleil, ça fait du bien. Et puis en même temps, c'est ce truc de plus en plus culpabilisant. Ça, je pense que c'est lié peut-être, en tout cas en France, à l'histoire même du bronzage, qui est une histoire très récente, puisque jusqu'à maintenant, en fait, les dictats de la beauté étaient liés à l'Église, et que l'Église a associé la pâleur à la vertu. Et ça date de 1936 et des congés payés, la mode du bronzage. Donc on a, en fait, juste avant 1936 et les congés payés, Eugène Schueller qui crée L'Oréal, sans que quelque chose est en train de changer. Et jusqu'à maintenant, donc la pâleur était un motif aristocratique, et d'avoir l'air bronzé, ça voulait dire qu'on travaillait dans les champs et que donc on venait des classes populaires. Et à partir de 1936, au moment des congés payés, le droit au bronzage est associé en fait à une conquête sociale majeure qui est celle des congés payés et donc des vacances. Et donc ça devient cool et valorisé d'être bronzé. Et je pense qu'il y a ça encore dans l'inconscient collectif quand on part en vacances, et que justement on part en vacances pour être bronzé parce qu'on veut optimiser. On a conscience que c'est une revendication presque sociale d'avoir ce droit à la paresse, justement, on en parlait avant, le droit au congé, et donc le besoin d'être bronzé quand on revient de vacances. À mon avis, c'est lié à cette histoire qui est une histoire très récente. Donc le droit au bronzage, espèce de logique du temps libre, j'ai du temps libre. À l'époque, comme tu disais, les bronzés, ou les personnes bronzées, c'est celles qui travaillent dans les champs. Donc on essaie de maintenir ce teint pâle, souvent extrêmement pâle. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que, en tout cas plus récemment, les gens pâles, c'est plutôt celles et ceux qui travaillent dans les usines, qui ne peuvent pas en sortir, qui sont des espèces de robots du capitalisme. Et puis à l'inverse, les autres, c'est ceux qui ont cette possibilité d'en sortir et de s'offrir du temps, comme tu le dis, loin des usines. Oui, c'est ça, il y a une forme de transformation, mais de toute façon, la beauté est toujours liée à la sociologie. Donc là, on le voit, le bronzage est devenu associé à la beauté quand il a été associé à une conquête sociale, et donc à une forme de bourgeoisie ou de droit aux vacances, de droit à la paresse. Et puis c'est même aller plus loin. Tu précises aussi dans ton livre que c'est même devenu au XXe siècle une espèce d'incarnation d'une nouvelle forme de féminité, notamment sous l'impulsion de Gabrielle Chanel. Ouais, Gabrielle Chanel, justement, c'était l'égérie de Eugène Schueller, donc chez L'Oréal. Et de toute façon, comme toutes les révolutions socio-économiques et aussi les révolutions sociétales de ce type, elles sont portées par quelques-uns. Et en l'occurrence, en France, il y a deux figures qui ont un peu incarné ce changement de mode très rapide dans les années 30, et le passage à la mode du bronzage. C'est donc Coco Chanel, Gabrielle Chanel et Jean Cocteau.
Et il y a des lettres exceptionnelles de Jean Cocteau c'est lié aussi à une forme d'orientalisme qu'il y avait à l'époque, donc une fascination pour l'Orient tel qu'on se le représentait, et le début aussi d'une forme de démocratisation des voyages. Et Jean Cocteau allait beaucoup, partait en Égypte, il partait en Turquie, il partait au Liban, et à chaque fois il revenait, il faisait écrire à des amis des lettres à ses amants où il s'excusait de ne pas pouvoir leur avoir répondu parce qu'il avait tellement brûlé au soleil qu'il avait les yeux cernés en fait de brûlure. Et il y a des lettres exceptionnelles qui racontent ça. Et pareil, Coco Chanel qui a rendu la Côte d'Azur en fait cool en France parce qu'elle mettait en scène dans des lettres ses voyages où elle allait rendre visite à des amants dans le sud de la France. Et à eux deux, ces dernières décennies. Oui, il y a ça, et puis dans les années de Jean Cocteau et Coco Chanel, c'était lié à des croyances sanitaires qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais avant l'invention des antibiotiques, et surtout les années 30, ont suivi la Première Guerre mondiale, et c'était des années où les Européens étaient très malades. Il y avait la variole notamment, et les médecins ne savaient pas comment soigner la variole. Et on pensait que les rayons du soleil, jusque dans les années 40-50, on avait cette croyance que en fait, les rayons du soleil étaient la seule chose qui pouvait soigner les maladies cutanées, parce qu'ils étaient tellement forts qu'ils étaient bactéricides. Et donc, ce qui permettait aux gens d'être soignés, la seule façon de les soigner, c'était de les mettre tout nus. C'était pareil pour la variole et la tuberculose. On les mettait nus ou en petites culottes, on les exposait au soleil comme la viande des grisons. Et on espérait que la chaleur du soleil brûle toutes leurs bactéries. Et c'est d'ailleurs pour ça que donc, dans ces années-là, il y a eu un changement de mode, donc qui est lié à une révolution socio-économique et aussi à des croyances sanitaires. Et il y a eu aussi la construction des hôpitaux modernes aujourd'hui. Il y a toute une architecture qu'on trouve aujourd'hui qui est liée à ces croyances. Donc on s'est mis à construire les hôpitaux modernes tous plein sud, avec un système de gradins-terrasses qui n'existait pas aujourd'hui, pour justement mettre ces malades qui arrivaient en foule de variole et de tuberculose en culotte et de les exposer au soleil en espérant que le médecin soleil les soigne. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en jeu dans le début du XXe siècle. Ces fameux sanatoriums où on y va pour prendre le soleil, bronzer, prendre soin de soi. Exactement. Et où là, la notion de soin, du coup, est aussi, toujours aussi floue. Mais cette idée, elle persiste aujourd'hui, parce que je parlais tout à l'heure de la vitamine D. La vitamine D, on sait aujourd'hui qu'elle est essentielle pour avoir des protections contre la plupart des virus, protection naturelle, qu'on synthétise mal. Et c'est vrai qu'on nous dit, vous êtes souvent en carence de vitamine D. Donc soit allez faire un bain de soleil, ce qu'on fait de moins en moins, soit prenez des compléments au quotidien de vitamine D. D'ailleurs, c'est pas une croyance, c'est vérifié. Oui. C'est l'abus de soleil qui est dangereux pour la santé, mais le soleil lui-même a plein de bienfaits aussi parce que ça libère de l'endorphine quand ça arrive sur le corps. C'est aussi ça qui crée une forme d'addiction, enfin même pas une addiction qu'on appelle la ténorexie. C'est parce qu'il y a effectivement des effets biologiques qui sont des effets positifs. Alors attends, je vais juste, tiens, tu peux prendre le micro, le prendre avec toi, tu peux le garder de ton côté, oui, et puis merci. Vas-y, tu peux parler. Merci. Mais par exemple, à l'époque, quand c'était relativement toléré, ça dépendait où, de pouvoir se bronzer seins nus en tant que femme, je vous jure que ça fait une sacrée différence. On se sent beaucoup mieux parce qu'on a plus de soleil. Bon, je l'ai jamais fait sans crème, évidemment, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Tu parlais tout à l'heure des sanatoriums, mais les sanatoriums, à l'origine, c'était pour la tuberculose, sauf erreur. Hein? Ou bien? Oui, c'est ça. Mais comme on n'avait pas de traitement contre la tuberculose, le soleil était devenu un traitement. Donc on créait ces espèces de grands centres hôpitaux qui étaient aussi des lieux de vie d'ailleurs, parce que comme c'était des cures qui étaient assez longues, ceux qui ont créé les sanatoriums voulaient trouver un moyen de les occuper. Et comme ça correspondait aussi à l'ère industrielle, on faisait travailler des gens. Donc dans les sanatoriums, il y avait des espèces de petites usines. Enfin, c'était comme une micro-société en soi. Et le système architectural des gradins-terrasses leur permettait, c'est ce qu'on croyait à l'époque, d'être soignés puisqu'on les exposait toute la matinée au soleil. Et dernière remarque par rapport aux compléments alimentaires, très souvent, je l'avais fait pour une copine de lui dire « Attends, on va lire la composition ». Et très souvent, c'est de l'arnaque parce que quand on voit le truc actif, il y en a tellement peu
tellement peu que ça vaut pas la peine. Si tu manges équilibré, c'est évident que tu n'as pas de carence, tu manques de rien. Et quand tu prends trop de vitamines, notamment, je crois, la vitamine A et tout, de toute façon, ça s'élimine dans les urines. Donc ça, c'est une pompe à fric pour les gens qui les vendent, quoi. Voilà, j'en ai fini. Merci. Tu veux réagir Non, mais je souscris. On a parlé un peu en effet de cette industrie de la cosmétique ou des cosmétiques, notamment les ombres solaires qui ont fait leur arrivée juste au bon moment. Est-ce que finalement toute cette industrie des cosmétiques, voire les médias, ont joué un rôle important dans cette espèce de fascination du soleil, du bronzage ou Oui, sans doute, mais comme dans toutes les modes en soi. Et c'est aussi lié au fait que ça soit arrivé au je pense. Et donc, il y a eu au XXe siècle un transfert du sacré impressionnant sur énormément de figures, des figures politiques. Je ne fais pas des liens, c'est un peu un grand écart, mais quand même, des figures politiques. Donc, ça a été le siècle d'or du culte de la personnalité, des régimes autoritaires. Et puis aussi des figures ésotériques comme le soleil, où il y a eu une forme de transfert du sacré. Et donc, en fait, un besoin de transcendance qui justifiait aussi les différents engouements et les dévoiements des uns et des autres. Parce que bon, le bronzage, j'insiste juste là-dessus, mais c'est aussi lié aux sociétés sécularisées. Parce qu'avant, dans les sociétés chrétiennes, on n'aurait jamais eu l'idée de changer son corps. Parce que le corps qu'on avait, c'était le corps tel que Dieu nous l'avait donné, et que donc l'idée même de transformation de soi était blasphématoire. Donc il y a un lien entre les sociétés post-chrétiennes en Europe et la radicalisation des transformations de soi, que ça passe par le bronzage dans les années 80, ou par le piercing et les tatouages dans les années 2000, et peut-être après par le transhumanisme dans 20 ans. Mais en tout cas, la modification corporelle, elle est liée aussi aux sociétés post-religieuses, où on devient autonome, et donc on n'a pas la chape de la transcendance pour avoir l'impression que ces changements sont blasphématoires. Et c'est aussi lié dans les années 80, à une idéologie qui existe encore, mais qui est l'idéologie libérale de quand on veut, on peut. Et donc, si je veux changer mon corps, je peux le faire. C'est quelque chose de nouveau, et là aussi, il y a une rencontre entre les idéaux sur la beauté et les croyances économiques. Et finalement mettre en avant un peu cette société de l'apparence, en tout cas l'apparence qu'on projette vers l'extérieur. Tu citais tout à l'heure Alexandre Lacroix, tu le cites aussi dans ton livre. Qui parle notamment de ce plus grand organe de notre corps, qui est la peau, l'épiderme, et qui pour lui est une espèce de pont entre l'autre et soi, qui est un organe constitutif de notre identité, qui dit ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui essaie de le projeter vers l'extérieur pour le montrer aux autres. Et donc dans cette idée, il y a aussi vraiment ce que le bronzage permet de montrer de moi, de ce que je suis, de le projeter vers les autres. Ouais, ça il y a Alexandre Lacroix, et il y a des textes de Paul Valéry géniaux aussi là-dessus. Un des premiers qui a vraiment considéré pas le corps seulement comme Nietzsche, mais vraiment la peau au sérieux, et parce qu'il explique que justement on a beau creuser et considérer qu'on est des êtres de raison, des êtres métaphysiques, on est, c'est ce qu'il dit, des ectodermes, c'est-à-dire des êtres de surface. Et il fait aussi ce parallèle entre les yeux et la peau. Et dit, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est qu'on insiste beaucoup sur les yeux comme étant symptomatiques de l'identité personnelle. Par exemple, je sais pas, vous avez les yeux bleus ou marrons, et en fait, ou vous avez les yeux tachetés et on vous reconnaît, c'est vous, parce qu'on voit dans vos yeux. Mais en fait, pour lui, la peau est beaucoup plus personnelle, parce que par exemple, si je vous montre ce verre d'eau, vous allez voir le même que moi. Alors que si je dis j'ai froid, vous allez imaginer le froid, mais vous pouvez pas vous mettre exactement à la place de ce qu'on ressent. On peut qualifier une caresse, mais le sentiment de la peau est un sentiment vraiment intime. Et c'est aussi ça que décrit Alexandre Lacroix. Et en même temps, c'est paradoxal, puisque la peau, c'est ce qu'il y a de plus intime. Et en même temps, c'est ce qui permet effectivement de faire... c'est le premier contact que les autres ont vis-à-vis de vous. Et donc, c'est ce qui permet d'envoyer le plus de messages sur votre identité personnelle et de faire contact avec les autres et avec l'environnement aussi. C'est à la fois une barrière
plus ou moins perméable vers l'extérieur, en même temps qui absorbe à peu près tout d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment cette idée de pont assez intéressante. Tu parles, ce que je trouve assez intéressant parce que ça nous ramène aussi à ces questions de genre et de société. Tu décris le portrait type de l'addict au soleil. Là aussi, je vais faire lire deux, trois lignes. Donc, l'addict au soleil est une femme. C'est une femme redoutable d'exigence envers elle-même, son apparence physique, son parcours professionnel. Nombre d'entre elles sont atteintes de ce drame qu'on appelle dysmorphie. Elles se trouvent toujours trop pâles, malgré l'œil amusé des inconnus qui les trouvent oranges et les observations inquiètes des proches. Leur fille, alors là on sent un côté plus personnel, même si c'est leur fille au pluriel, qui évolue moyennant un mode de vie orchestré par ces femmes, souvent autoritaires et intrusives, ont un risque addictif multiplié par 3. Elles sont rompues à l'exercice des vacances au soleil, des loisirs sous le soleil, du bronzage artificiel. Les mêmes filles ont souvent une garde-robe colorée et lumineuse, elles fument des cigarettes, elles sautent des repas. C'est très parlant le lien entre le soleil et l'alimentation. On commence par dire il fait chaud, je n'ai pas faim, et voilà où l'on en est. Et un petit peu plus loin, tu fais ce lien entre anorexie et tanorexie. La tanorexie étant donc la maladie du soleil. En disant, en montrant les nombreux liens, notamment le lien ne serait-ce que syntaxique. Enfin, il y a une seule lettre de différence entre les deux, mais ça va bien plus loin que ça. Ouais, en essayant de faire ce portrait type, parce que je voulais pas justement que ce soit un livre de famille, mais qui ait un caractère universel ou sociologique. Donc j'ai lu des études, et ça c'est tiré d'une étude, des études qui disent que généralement la tanorexie, l'anorexie et le tabagisme touchent à peu près les mêmes femmes. Donc j'ai trouvé ça, enfin touchent à peu près les mêmes personnes et qui sont la plupart du temps des femmes, puisque les femmes subissent généralement plus les injonctions à la beauté et donc les maladies qui lui sont associées, donc dont la tanorexie et l'anorexie font partie. Et ensuite, il y a un lien, là, pas directement, mais je crois un peu plus tard, je raconte le pranisme, les respirianistes. Il y a aussi je pense que c'est inconscient, mais l'idée que le soleil nourrit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise contre la dépression, parce que la dépression c'est un sentiment de vide et que il y a quelque chose qui comble dans l'expérience du soleil, et même dans la position allongée, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous remplit avec le soleil. Et dans les dévoiements liés à l'ésotérisme un peu radical, il y a un groupe qui s'appelle donc les pranistes, mais qui en fait sont assez nombreux, qui considèrent que l'homme peut vivre comme des plantes, c'est-à-dire en photosynthèse. Et donc, il n'a pas besoin de s'alimenter, il n'a pas besoin de boire, et qu'il est nourri par les rayons du soleil. Et il y a des sectes, mais ils sont assez nombreux. Et je vous conseille par curiosité et pas pour appliquer leur requête d'aller voir sur YouTube. Et il y a des millions de vues sur ces gourous qui expliquent en fait que vous n'avez pas besoin de vous alimenter, que vous avez juste, vous êtes branché ce qui s'appelle le frigo céleste. Et que, en fait, vous fonctionnez, on a voulu vous inventer comme des carnivores, etc., mais qu'en fait, vous fonctionnez exactement comme des plantes. Et ce type de discours séduisent des gens fragiles, mais qui, la plupart du temps, sont des femmes, parce que justement, ça fait écho à des fragilités qui sont liées à l'anorexie ou à la dysmorphophobie, c'est-à-dire le fait de ne pas se voir comme on est. Je vois, ma mère, c'était symptomatique, elle est vraiment violette. Et quand elle se regarde dans la glace, elle se voit palote. Et la dysmorphophobie, c'est souvent, ça se touche souvent les femmes. On va revenir à cette idée complètement fascinante du pranisme dans quelques minutes. Mais en effet, c'est assez presque un peu, pas surprenant, mais en effet, de voir que c'est surtout des femmes, surtout dans un certain âge. C'est notamment, comme tu disais, à cause de tous ces dictats de la société, de ce que les femmes doivent être, de ce qu'on leur impose d'être, et qu'elles intègrent peut-être mieux que d'autres, peut-être mieux dans le sens elles sont plus à la lettre. Mais finalement, pourquoi est-ce que des femmes d'un certain âge, et pourquoi pas aussi les plus jeunes, ou pourquoi pas surtout les plus jeunes, qui elles sont aussi beaucoup affectées par les nombreux dictats, notamment on revient aux réseaux sociaux, et qui sont très sensibles à ces questions d'image? Si, je pense que ce sont aussi les plus jeunes. C'est juste que là, puisque le soleil, ça a été,
la maladie des années 80. Il se trouve que ces femmes sont moins jeunes aujourd'hui, mais qu'elles avaient 18-20 ans à l'époque, dans les années 80. Et que combien de personnes me racontent, qui ont l'âge de ma mère, me racontent que quand elles étaient jeunes, mon âge ou plus jeunes, elles se mettaient de l'huile d'olive. Tout le monde avait sa recette, mais vous deveniez une véritable salade humaine où vous étiez dehors, exposés, chacun, donc soit de l'huile d'olive, plus du citron ou des trucs dans les cheveux, le Moneuil, bon, voilà, pour la version industrielle, mais aussi même des recettes de grand-mère qui permettaient d'être carbonisées comme une merguez. Et à cette époque-là, elles avaient 18-20 ans. Et donc aujourd'hui, c'est un peu d'autre chose. Mais et puis il y a aussi le filtre des réseaux sociaux qui fait que peut-être parfois, avant il n'y avait pas le filtre des réseaux sociaux, donc vous étiez obligé de vous transformer vraiment physiquement pour que les autres vous voient différemment. On avait aussi ces espèces d'entonnoirs en aluminium qu'on mettait autour de la tête. Ah oui, c'est vrai, voilà. On est très inventif. Et on s'arrête devant rien. N'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas. On continue. Ouais. Alors, si tu peux passer peut-être. Merci beaucoup. On peut tirer, vous pouvez simplement. Ouais, non, mais vous pouvez aussi retourner derrière. Psychiatriquement, en fait, ce qui peut pousser les femmes à être plus sensibles à ça. Est-ce que c'est exclusivement féminin, justement? Est-ce que ça touche que les femmes? J'ai pas de réponse sur le plan psychiatrique. Ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est lié à des injonctions, et quand vous avez l'impression de systématiquement être en défaut par rapport aux images qu'on montre, donc c'est lié à la société de l'image en général. C'est que même dans la rue ou sur les panneaux publicitaires, de fait, vous avez beaucoup plus l'idée de ce que doit être la femme idéale que ce que doit être l'homme idéal, et donc cette inflation d'images fait que les femmes se sentent plus concernées. Après, sur la partie purement psychiatrique, j'avoue que je connais pas. Je saurais pas vous répondre. Après, c'est vrai que c'est des injonctions qu'on retrouve très souvent. On parle souvent, alors peut-être plus dans le monde anglo-saxon, mais du summer body, où on doit avoir notre corps qui est prêt pour l'été. Alors ça passe peut-être pas forcément par le bronzage, mais c'est plutôt par un poids idéal à atteindre pour être en maillot de bain. Et j'ai aussi lu là, préparant ce café philo, que pour beaucoup de Français notamment et Françaises, c'était traumatisant l'idée d'être en maillot de bain à la plage, parce qu'en effet, on allait révéler. Alors voilà, c'est certaines choses qu'on voulait pas forcément rendre publiques. Cette expérience qui était de plus en plus traumatisante. Le summer body, c'est un peu symptomatique du fait que le corps vous appartient plus tellement, parce que quand généralement on a l'idée du summer body et qu'on prépare donc son corps aux vacances, ce qui est déjà une idée un peu saugrenue, on le prépare pour les autres, pas pour soi. On le prépare parce qu'on s'apprête à être regardé. Oui, et pas parce qu'on a envie je sais pas, de nager 2 kilomètres et qu'on a l'impression que là, notre corps tel qu'il est, en fait, n'est pas assez en forme pour ça. C'est autre chose qui se joue. Et sur le lien entre le corps et sa représentation, et pas le corps et son intimité. Si sur le pranisme, tu le mentionnais tout à l'heure, ouais. Se nourrir de soleil, vivre de soleil, c'est dans ce que tu as vu, c'est des pratiques qui datent d'il y a longtemps, c'est quelque chose de récent, c'est répandu. Alors, en tout cas, il y a un certain nombre de vues sur Internet, mais au-delà de ça. Je pense que l'homme est fasciné par l'ascèse en soi, et depuis très longtemps en général, et même dans la tradition philosophique par exemple, très souvent ce qui fait l'homme parfait, l'homme pur, c'est un homme capable de privation. Donc ça, c'est depuis Platon, vous avez ça. On vous explique que la moralité est liée à une capacité de discipline de soi, et que la discipline de soi est elle-même quasiment toujours liée à la privation. Donc être capable et généralement c'était plutôt à l'époque de Platon et jusqu'au XXe siècle, être capable de réprimer ses désirs, ses passions, qui sont forcément des passions tristes. Et ce qui justifie aussi que la tradition philosophique ait beaucoup méprisé le corps, puisqu'elle associe du coup tous les désirs sexuels, mais pas que, la gourmandise, etc., à quelque chose de pécamineux, de sale et de vil. Donc ça, il y a ça depuis longtemps. Et dans la tradition chrétienne, les mystiques
qui avaient le plus droit aux honneurs de la part de l'Église étaient les mystiques qui étaient capables de se priver de nourriture pendant X temps. Et il y avait presque des Jeux olympiques de la privation de nourriture dans l'Église catholique, avec des gens comme Catherine de Sienne qui, eux, justement, expliquaient que la lumière divine suffisait à les faire vivre et que donc ils n'avaient pas besoin de se nourrir. Et il y avait cette association quand même entre le soleil et la lumière divine. Donc il y avait une forme de début de pranisme déjà dans l'Église catholique et dans la tradition des ascètes. Et ensuite, les Occidentaux, depuis un siècle, et ça s'est accéléré depuis 50 ans, n'ayant plus de transcendance locale, vont chercher en fait un peu des transcendances partout, donc se disent bouddhistes et commencent à mal digérer des traditions venues d'ailleurs. Et le pranisme, c'est ça, c'est une mauvaise digestion d'une croyance indienne qui fait que justement on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre un homme, un animal et une plante, et que puisque la plante se nourrit exclusivement des rayons du soleil, qu'elle transforme en sucre à partir du moment où les rayons touchent la plante, on doit être capable d'opérer la même transformation physiologique. Et à partir de là, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ce qui est assez fascinant, mais voilà. Après, on imagine facilement que ces personnes, c'est du gros n'importe quoi au final, parce qu'elles doivent bien manger un moment ou un autre. En tout cas, ces grands gourous du pranisme, on peut autant le faire sur une semaine, sur 2 semaines de jeûne, mais au-delà de ça... Il y a du charlatanisme, mais il y a aussi des gens qui y croient. Et en fait, c'est le simple système de croyance qui est intéressant, parce qu'il y en a qui le subissent, mais le fait que ce système de croyance existe déjà est intéressant en soi, sur notre rapport à nous-mêmes aussi en tant qu'être humain, la façon dont on sait pas exactement comment gérer le changement climatique, et qu'on a l'impression qu'en tant qu'humain aussi, on est impuissant, et donc l'antispécisme devient parfois une solution, mais dans des ressorts un peu absurdes comme celui-là, où en fait on a l'impression que pour être plus proche de la nature, il faut aussi, comme on a honte d'être un homme, je pense que ça vient aussi de là, on veut se rapprocher de ce qu'on imagine être la faune et la flore, et le pranisme vient aussi de ça. Et avoir un impact aussi minimum que possible sur d'autres formes de vie, voilà. T'as ouvert la porte du reste du monde avec le bouddhisme notamment, le bronzage. Alors on a beaucoup parlé le bronzage sous nos latitudes, alors français, suisse, Maghreb, mais finalement qu'en est-il dans le reste du monde? Parce que c'est vrai que si le bronzage est quelque chose, en tout cas pour des peaux blanches, c'est quelque chose pendant longtemps et peut-être aujourd'hui encore qui est important, il va pas forcément de même dans le reste du monde, dans le reste des populations. Non. Donc là en Afrique subsaharienne, il y a eu beaucoup de cas justement de pilules ou de crèmes blanchissantes, avec à peu près les mêmes dangers d'ailleurs que dans l'autre sens, si vous abusez des UV. Et puis là, le côté symptomatique dans l'autre sens, ce serait la Corée. La Corée, où l'idéal féminin absolu. Alors l'ascèse est à peu près la même, mais l'idéal féminin, c'est d'avoir déjà pas les yeux bridés, donc il y a énormément de chirurgie esthétique dans ce sens, et de la chirurgie esthétique comme Michael Jackson, donc qui est une chirurgie blanchissante. Donc de toute façon, les modes changent, que la mode soit d'être pâle ou la mode soit d'être bronzée, mais pour moi ça relève à peu près de la même logique, qui est une logique de mutation et de pouvoir sur soi-même. De reprendre contrôle sur son corps et de pouvoir le projeter, le rêve qu'on souhaite avoir de soi-même. Aujourd'hui, ça relève de la même logique, puisque le fantasme colonial, Post-colonial ou colonial du bronzage, il y a en effet cette tendance d'aller bronzer, de ressembler à ces peuples, et puis à ces peuples qui, eux, auraient tendance, comme tu disais, à se blanchir pour ressembler aux colons. Donc, une espèce de double jeu ici, assez particulier. Ouais. Oui, exactement. Mais j'en reviens à la mutation. Ouais. Un des personnages centraux à part le soleil dans ton livre, c'est Icare. Ouais. Tu revisites ou tu revois le mythe de Icare. Tu le vois de manière peut-être un peu moins simpliste, en tout cas dans sa morale. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, parce que là aussi ça nous dit pas mal de choses par rapport à ce rapport au soleil.
Ouais. Au départ, le projet du livre, c'était de faire une réécriture contemporaine du mythe d'Icare, que je trouve fascinant et très contemporain à plein d'égards. Donc Icare, c'est le fils de Dédale, qui est un grand architecte. Et je passe l'histoire, mais ils se retrouvent tous les deux enfermés dans un labyrinthe que Dédale a créé. Et Dédale ayant créé ce labyrinthe, il sait que le seul moyen de s'en échapper, c'est par le ciel. Et donc, ils vont chercher des plumes, de la cire dans le labyrinthe et se construire des ailes avec ça. Et au moment de s'envoler, Dédale dit à son fils Icare, attention, on va s'envoler. Donc, à un moment, tu vas t'approcher du soleil, mais comme tes ailes sont faites de cire, si tu t'approches trop, le soleil va brûler la cire et tu vas tomber et donc mourir. Et Icare, évidemment, s'échappe avec ses ailes et il vole et puis il voit le soleil, il est fasciné par le soleil, il n'arrive pas, donc il désobéit à son père et c'est ce qui arrive. Les ailes se brûlent et il tombe dans la mer qui aujourd'hui s'appelle la mer Icarienne. Et quand on regarde ce qu'on a déduit du mythe d'Icare, on dit, en fait, la morale de l'histoire, alors il y en a deux, soit c'est ne désobéis pas à ton père, soit c'est n'aie pas l'arrogance de vouloir t'approcher du soleil, ce serait un mythe contre l'hubris, etc. Mais en soi, mon idée, c'est que le héros du mythe en général, c'est plutôt Icare que son père, et que c'est sa désobéissance qui fait de lui en soi une légende. Et il qualifiait ces personnages qui sont justement des personnages. C'est André Comte-Sponville, il a écrit un texte sur le mythe d'Icare et il dit c'est des personnages qui ont le matérialisme ascendant, donc qui croient dans leur propre trajectoire, qui croient dans leur autonomie vis-à-vis de leurs parents, mais aussi de leur entourage, et qui sont un peu déjà les prémices du quand on veut, on peut, quoi, des transfuges de ces personnages qui sautent une forme d'élan, avec les risques que ça comprend, mais que Rastignac avait déjà. Donc dans Le Père Goriot, c'est ce jeune homme très beau qui séduit des femmes, etc. Et puis après, dans Peau de chagrin, Balzac retrouve le personnage de Rastignac et c'est devenu un viveur qui est dans une forme de débauche. Et il y a ces personnages, le personnage d'Icare et comme les personnages de Rastignac, puis des Rastignac du Soleil, sont des personnages d'ambivalence, toujours splendeur et décadence, qui est très présent dans le mythe d'Icare. Et par ailleurs, on peut voir aussi le mythe d'Icare différemment, c'est-à-dire que Dédale avait 2 fils, il avait Icare, donc qui est mort quand même sur ses conseils. Puis il en avait un autre, Perdrix, et lui donc c'était censé être un grand architecte, un grand ingénieur. Et quand Perdrix, le fils de sa sœur qu'il a élevé, invente le compas et donc l'élève dépasse le maître, il le jette de l'acropole et il le tue. Donc le personnage de Dédale est un père certes, mais un père à qui il est bon de désobéir. Voilà. Au risque de mourir. En même temps, les deux ont fini morts. Oui, voilà. Il les a tous tués. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la figure du père sage tel qu'on l'a retenu, quoi. Du génie, en effet. Mais dans tous les cas, ça nous permet de revoir un peu ce rapport qu'on a à la fois au côté à l'hubris. Parce que comme dit, c'est souvent Icare est vu comme ce personnage qui va au-delà de ce qu'il devrait, qui veut percer à tout prix et qui en paye le prix. Et puis ça nous montre aussi ce rapport un peu particulier qu'on a au soleil, cette fascination, cet attrait qui va jusqu'à nous tuer de ces deux côtés. D'ailleurs, justement, un truc qui m'a aussi questionné, c'est si on revient sur tes 2 derniers livres. Donc l'avant-dernier, tu nous parlais ici, il y a quasiment un an, jour pour jour, du naturisme, comme philosophie de vie, comme beaucoup de choses. Et puis là, tu nous parles du soleil et de ses conséquences problématiques, du cancer de la peau de ta maman. Et finalement, on en arrive là. Comment concilier les 2 livres? Comment concilier ces 2 mondes, le soleil d'un côté, avec tout ce qu'il apporte de bien, de bronzage, qui nous remplit aussi. Et puis d'un autre côté, ce côté cancérigène, problématique, réchauffement climatique. Aujourd'hui, tu parlais aussi avant des vacances et de ce tourisme de vacances. Aujourd'hui, j'ai même l'impression que ça s'est un peu inversé. De plus en plus de gens disent je vais au nord parce qu'au nord, il fait moins chaud. Donc, comment est-ce qu'on concilie les deux? Comment est-ce que toi, tu concilies les deux aussi? Les 2 livres, pour moi, c'était un peu Janus, vous savez, le personnage à 2 têtes.
parce que dans le naturisme, je décrivais un monde qui était un monde dans lequel j'avais grandi avec mon oncle et ma tante, de communauté, où le principe d'égalité était au centre. Et la nudité servait de vecteur à cette identité en tant qu'égalité, en tant qu'elle permettait une forme d'uniformisation sociale. Et la Ultraviolet, c'est pas tant un livre sur le bronzage qu'un livre sur l'individualisme, la jet set. Et le rapport au corps n'est qu'une conséquence, dans les deux cas, de ces façons d'envisager la vie, la société. Donc je dirais que c'est un peu les deux champs opposés qui se regardent. Ultraviolet, ce serait les tenants de la liberté absolue et de l'autonomie, et puis vivre nu de l'égalité et de la communauté. Mais ils ont le soleil en commun, ça c'est vrai. Parce que les naturistes ont aussi, depuis le début de leur histoire, des croyances aussi sur le fait ils s'exposent pour des questions liées à l'égalité, puisque la nudité devient un uniforme pour tout le monde, mais aussi parce que dès le début, comme vous disiez, il y avait ces croyances qui d'ailleurs sont justifiées, que le fait de s'exposer entièrement nu permettait quand même d'accéder à la santé plus facilement. Donc ils ont le soleil en commun, mais avec des approches très différentes. Les approches sont différentes, certes, mais en même temps, il y a quand même cette double tentation aussi personnelle de ton côté, de ta vie en grande partie fréquentant des milieux naturistes, mais avec face à ce soleil qui est de plus en plus problématique, source de problèmes. Donc comment est-ce que on concilie les deux, le soleil, c'est avec tout ce qu'il nous apporte, et puis en positif comme en négatif. Ou comment est-ce que toi aussi tu concilies ces deux? J'essaie d'aller le chercher localement déjà. Je dirais que c'est la première chose, puisque dans les Rastignac du soleil, il y a le soleil, mais il y a à tous les prix. C'est-à-dire justement pouvoir voyager 4 jours à Tunis parce que d'un coup vous avez besoin d'être bronzé, ou alors si vous êtes en plein hiver, accéder à une machine à UV. Donc c'est pas le soleil, c'est le bronzage à tous les prix. Et je dirais que le juste milieu, c'est le soleil au prix de sa vie, quoi. Un peu. Et pas à tous les prix. Voilà comment je le réconcilie. Ok. Et pour nous, comme un des mortels qui sommes en effet attirés par ce soleil, mais en même temps avec une conscience et on nous le répète de plus en plus, qu'il faut aller au soleil, mais en même temps, aller au soleil, il faut se protéger, il faut mettre de la crème 50, il faut ci, il faut ça. Et puis qu'en effet, on a un peu toujours cette espèce de cancer qui plane à moyen ou long terme, comme ça, en disant attention, fais gaffe. Donc là aussi, on joue un petit peu toujours entre les deux, à chercher à être bronzé, mais en même temps, savoir est-ce que je vais me payer les conséquences dans 20, 30, 40 ans, 10 ans. C'est pas une relation facile, mais c'est une relation assez complexe. Ouais, c'est vrai, mais je jouerai pas de rôle moral ni prescripteur sur fais pas ci, fais pas ça. Je pense que cette ambiguïté, elle fait partie de nos rapports à la joie en général. Je sais pas s'il y a des réactions, profitez. Alors, ouais. Alors, je vous passe le micro. Enfin, on vous passe le micro. En écho à ce que vous venez de dire, comment vous avez choisi le titre, ou est-ce vous qui avez choisi le titre Ultraviolet? Oui, ça va, j'ai encore pu choisir le titre. Au départ, il s'appelait Mélanine, donc les pigments responsables du bronzage. Et puis, j'avais décidé le titre un peu tôt, et du coup, il s'était épuisé dans ma tête. Et Ultraviolet, normalement, ça s'écrit en un seul mot. Et donc là, je les ai séparés, les deux mots. Bon, ultraviolet, parce que l'ultraviolet, c'est donc le rayon, pareil, responsable du bronzage dans les UVA et du cancer de la peau dans les UVB. Et que donc, il y avait aussi cette ambiguïté dans le terme même d'ultraviolet entre le bronzage, entre le rayon loisir et le rayon mortifère, qui est assez présent dans le livre. Et puis je les ai séparés parce que ça faisait ultra violent. La violence du loisir est aussi un sujet du livre. Voilà, le titre il vient de là. Et puis ça, c'est le torse de ma mère et sa constellation de taches de soleil que je trouve à fois sublime et inquiétante.
Ouais, on voit vraiment à quel point elle est au centre, au cœur de ton livre, ta maman, absolument. Et d'ailleurs, ben voilà, je pense qu'un passage aussi intéressant, le dernier passage que je vais lire aujourd'hui, qui parle notamment de la place des femmes, mais aussi de la place de ta mère et de la tienne avec la sienne, j'imagine aussi, où tu dis: les femmes font de leur corps une finalité, une identité. Il faut qu'elles passent leur vie à restreindre leurs assiettes, à s'écorner les hanches, à se drainer le côlon, à se liposucer le ventre. Pourquoi vouloir à ce point disparaître? Le soleil a rongé ce que nous avions de véritablement authentique, en lien de chair et de sang. Il a brûlé sur son passage les ressemblances profondes, des mimétismes dans nos passions, dans nos rages, dans nos aspirations. La seule chose qui fait dire aux autres que l'on se ressemble, c'est la communauté de peau que l'on partage. Nous ne sommes plus ni mère ni fille, mais deux femmes qui cherchent à exister en jouant avec l'idée périmée que notre teinte nous distinguera, nous rendra plus belles que toutes les autres, plus belles donc, plus vivantes, à cause de cette incapacité que les femmes ont à penser qu'elles existent, que quand on ne les regarde pas. Tu voudrais commenter ou dire un petit mot là-dessus C'était bon. Au départ, j'avais donc, comme tout le monde, je crois, envie d'écrire un livre sur ma mère. Et donc le soleil est venu après parce que j'arrivais pas à parler d'elle sans parler du soleil. C'était comme si à chaque fois que je devais parler d'elle, je devais parler du soleil, comme une forme de tiers entre elle et moi. Et ce paragraphe décrit ça, c'est-à-dire le fait que même dans les rapports de filiation entre une mère et une fille, il y avait quelque chose qui était abîmé par le tiers constant qui était le regard que les autres pouvaient porter sur nous. Et l'éducation que ma mère a eue vis-à-vis de moi, c'était beaucoup une éducation de « tu dois ressembler à ça pour les autres ». Et moi-même, elle-même était en train de s'épuiser à essayer de ressembler à quelque chose pour les autres. Et donc, et je me rendais compte que nos rapports bilatéraux, en fait, étaient toujours tachés par tous ces autres qu'on devait satisfaire en se privant le plus en plus de nourriture, je suis pas blonde normalement. Et ça, c'est un héritage de ma mère qui disait, en fait, il faut qu'on te voie. Et donc, si t'es châtain, on va pas te voir. Donc, il faut être toute maigre et toute blonde. Et les autres, même quand ils étaient pas là, étaient omniprésents, en fait, et un peu abîmés des rapports qu'on pouvait avoir à deux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de familles ou de rapports mère-fille ou femme-femme qui sont tellement obsédées par la rivalité et ce qui se passe autour qu'elles oublient de juste se parler en tant que personne. Et d'exister autrement que par le regard d'autrui, par le regard des hommes, qui va définir finalement qui vous êtes et comment vous vous percevez ou comment tu te perçois toi-même. Oui, exactement. Avant qu'on termine, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions sur le soleil, sur le soleil qui n'est pas là, qui est loin. Ouais. Oui, vas-y. Ah bon? Ah mince. Ouais, merci. Et puis, comme on est ici au bain, tout le long, je pense quand même à l'été ici et au fait que tout le monde vient se faire rôtir comme une petite saucisse. Surtout du côté des femmes. Moi, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'on est plus libre, justement, on peut se mettre seins nus et tout ça. Et il y a vraiment ce plaisir de venir au lac, de venir au soleil. Et en fait, dans cet environnement très féminin, très soleil, et les températures, elles sont ce qu'elles sont maintenant, on est un peu obligé de venir au lac si on veut survivre en ville. Mais je trouve que le glissement entre, justement, c'est un plaisir et on est dans quelque chose de profiter, de nature, enfin de vraiment nature. Il y a vite un glissement qui peut se faire dans un genre de tyrannie totale, justement. Et moi, je me pose souvent la question, en étant là, et moi-même, quel effet ça peut me faire. Et il y a des femmes qu'on croise absolument tous les jours, qui sont enduites mais des jeunes aussi, hein, mais qui sont là du matin au soir, et avec le moins de tissu possible sur la peau pour qu'on ait. Et il y a quand même toujours ça qui est hyper présent. Et moi, je peux pas m'empêcher de me comparer, de me toujours trouver aussi, du coup, pas assez bronzée, pas assez machin, pas assez ça. Et en fait, c'est un endroit aussi où on peut justement profiter d'être là en ville. Et il y a aussi ce rapport au corps de pouvoir être presque nu. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais que le rapport entre vos deux livres, ils sont super intéressants. Voilà.
Juste pour faire ce petit commentaire, ce petit lien. Bah merci, je J'ai suis pas de contente de ne pas questions. être seule à voir cette ambivalence et effectivement cette tyrannie entre ce qui est de l'ordre du loisir. Et c'est un peu ce que je disais, l'idée de prendre soin et en même temps de se faire du mal. Parce quand on est je vois très bien ce genre de scène. On est là et puis on a l'impression de fermer les yeux, mais en fait on a toujours l'œil un peu ouvert et on regarde le corps de celle qui est à côté. Et c'est difficile de se détacher de soi et de se demander à quel moment on le fait vraiment pour soi. Donc merci beaucoup. Ouais, profitez. Ok, merci. Bonjour. Je vais essayer parce que je ne parlais pas bien français. Alors, je ne sais pas si je comprends bien, mais je vais essayer de faire ma question. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas de mots. Alors, je viens du Brésil et là-bas, nous avons cette théorie de colorisme, que nous avons beaucoup de couleurs de pied là. Ma question, c'est que je sais que là-bas, nous avons les filles qui ont la piel tu parles anglais, désolé. Oui. Qui look like they're tan, mais ils viennent les indigènes, des Africains ancestrales. Et nous avons des filles qui sont blanches et qui ont des piels qui sont tan. Il y a une petite différence c'est la tonalité un peu plus orange et red. Et ma question, c'est si vous avez étudié quelque chose comme ça pour l'interprétation de beauty, like because you talked about how you talked about how people would look to people who had the work skin or the vacation skin. So I was just wondering if you studied something like the people who has the skin because they were born like this, or the people who the standards of beauty would look like for people who are blanche but they are browns instead of people who were born like this or whatever. If you have something to say about it. I don't know if you understand. Si. Merci beaucoup pour votre question. Il y a un monde en soi justement qui est la question dite ethnique autour des critères de beauté et qui pour moi rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire quand j'ai écrit le livre, à un moment quelqu'un m'a dit mais c'est un livre de blanc en fait, c'est un livre qui s'adresse juste aux blancs. Et c'était une question et en même temps une affirmation. Et donc, j'ai interrogé cette question-là. Parce qu'effectivement, au Maroc où j'ai grandi, c'est à peu près la même chose qu'au Brésil avec une classification entre les gens qui habitent vers le Sahara et qui ont plutôt la peau noire et les gens d'Oujda qui ont non seulement la peau plus claire mais qui souvent ont les yeux bleus et qui sont considérés au Maroc comme étant à part. Et donc c'est évidemment une question qui m'a intéressée, mais au sens où que dans le livre je creuse pas parce que j'y réponds un peu de biais en disant que justement le rapport à la beauté c'est un rapport qui est toujours lié à l'économie et à la politique. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas de beauté naturelle. La beauté c'est une construction qui est liée aux idéaux aussi d'une société, et donc où les luttes ethniques et raciales jouent aussi dans ceux qui sont considérés comme étant les femmes belles ou les femmes moins belles, avec un rapport toujours entre celles en fait qui viennent des classes favorisées et celles qui viennent des classes populaires. Et au Maroc, ça se joue aussi puisque souvent les gens du sud qui ont la peau plus foncée sont aussi ceux qui ont moins accès juste aux trajectoires à la classe moyenne ou aux classes supérieures. Et donc de toute façon il y a une imbrication entre ces enjeux ethniques et les enjeux sociaux qui moi m'ont intéressé beaucoup. Profitez.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, c'est juste une question de pouvoir. Oui. Quand on pense aux colons, et ben voilà, tout cet idéal d'être, enfin, l'idéal prôné par les colons, que c'est nous qui avons le pouvoir, donc c'est nous qui savons, donc c'est nous qui sommes bien, et donc forcément, il faut avoir la peau pâle et les yeux bleus, c'est forcément, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Après, il y a Hitler, enfin, il y a d'autres gens, mais c'est toujours cette question de qui est-ce qui a le pouvoir. Et donc les indigènes, ils nous font peur, on sait pas, on a l'impression, enfin ils nous font surtout peur, enfin ça c'est ma lecture, et donc on les a tous exterminés dans tous les continents, ça a été la même histoire. Et donc cette histoire de bronzage, ça, pour moi, tu parlais de l'identité des femmes. Enfin, c'est des grandes questions humaines en fait. Ça rejoint des choses très essentielles de notre façon de vivre ensemble en fait. Qui est-ce qui a pignon sur rue, qui est-ce qui est digne d'être regardé quelque part. Ouais, c'est vrai. Mais il y a ça, justement, il y a cette phrase déjà chez Balzac. Je pense que c'est pour ça le personnage de Rastignac, il comprend déjà vraiment toutes ces questions-là. Parce que quand il arrive à Paris, il y a cette phrase à nous de Paris, hein. Et puis juste après, Balzac écrit le corps, c'est la clé du pouvoir. Et effectivement, en fait, c'est pas que le langage, il y a un principe de domination et d'identité qui s'exprime dans la façon dont on arrive à ressembler ou ne pas ressembler aux autres dans un environnement qui est très important et qui est utilisé d'ailleurs par les gens de pouvoir qui ont toute une série de personnes qui travaillent à leur identité visuelle, ce qui prouve qu'il y a un lien de toute façon ténu entre l'exercice du pouvoir et puis la représentation physique. Et je trouve aussi que c'est des questions, comme vous dites, qui sont en fait en soi des vastes questions. Et le bronzage, c'est pour ça que c'est à peine le sujet, parce que c'est un point d'entrée pour qualifier quelque chose de beaucoup plus générique. D'autres questions, réactions? On va terminer avec la question habituelle qu'on t'a déjà posée l'année dernière, donc tu es déjà habitué à l'exercice. Peut-être en plus avec la complexité de ne pas se répéter une deuxième fois. Attention. Pour toi, Margot, c'est quoi les Manépaki? Alors, j'ai oublié ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, peut-être que je vais me répéter. Mais là, tout à l'heure, quand on s'est vu, il y a eu le mot safe place qui est sorti. Et pour moi, c'est vraiment ça. Là, je suis contente de revenir encore un an après. J'ai l'impression que je me sens à la maison, justement parce que entre ces deux fils, communauté, égalité, et puis des personnages plus d'autonomie comme ça personnelle, je me retrouve beaucoup dans les espaces qui essayent de créer du commun. Et il y a ça ici, et je trouve ça à la fois très inspirant et très rassurant, et le fait qu'il puisse y avoir ensemble à la fois des lieux de soins qui pour le coup sont des vrais lieux de soins et pas des lieux de torture, et cette espèce de restauration, je me souviens l'an dernier, on s'était assis et puis tout de suite il y avait des gens qui étaient venus, et puis il y avait du commun, et puis aussi cet endroit de café philo, c'est comme une espèce de micro-société idéale quoi pour moi. Et donc, c'est chouette de venir y passer les dimanches. Merci. Il faudra revenir la prochaine fois qu'il y a du soleil en été. En tout cas, un grand merci, Margot, pour ta présence ici. Merci à toi. Merci à toi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a en collaboration avec la librairie Le Temps d'un Livre, qui nous met des livres à disposition qu'on vend moins cher que ce qu'il y a sur le marché. Voilà, si ça vous intéresse de prolonger cette discussion avec un livre, n'hésitez pas à venir tout à l'heure. On touche aucun centime de plus au bas sur les ventes. On le fait comme ça. Pour les cafés philo, c'était le dernier de 2024. En 2025, on a un chouette programme avec pas mal de choses. On va commencer avec 2 dates. En janvier, le 11 janvier, avec Gaël Brûlé qui va nous parler du coût environnemental du bonheur. On parle souvent du bonheur comme l'idéal à atteindre. Et ça pose pas mal de questions, en effet, au lien de coût environnemental.
En février, on va recevoir Herman, le dessinateur de presse, qui va nous parler des questions de censure, de dessin de presse, d'humour, et quelle est la place de la censure ou pas dans l'humour. Et on va continuer tout au fil de l'année. Et puis, on parlait de soleil, on va peut-être attendre que le soleil fasse son grand retour, mais on n'a pas forcément besoin d'attendre longtemps parce que, vous l'avez vu, le mois de décembre va être complètement fou au bain des Paquis. On a un programme délirant, on a une 60aine d'événements culturels au bain sur tout le mois de décembre. On commence dès ce soir avec les ouvertures des cabines de l'Avent. Chaque soir, on ouvre une cabine avec un ou une artiste qui va nous faire découvrir son monde sur le thème du réenchantement. Des choses magnifiques qui nous attendent. Et puis à partir de demain, vous trouvez tout le programme ici. On a la yourte enchantée. La yourte, tous les soirs, se transforme en lieu de spectacle, avec des concerts, avec du théâtre, avec de la poésie, avec de la musique, tout plein de choses. C'est gratuit, c'est offert, c'est au bain tous les jours du mois de décembre. Voilà. Un grand merci à vous et bonne fin d'année. Au revoir. Et puis, voilà. Et puis, j'ai oublié de dire, désolé, très très important, un grand merci à Jeff au fond pour la captation et les images. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Cafés Philo, à l'AUBP, Groupe Culture. Voilà. Merci. Et, c'est gentil. Merci. Au revoir.